Bonjour à tous, troisième vidéo dans ce chapitre de calcul matriciel qui va être consacré là au développement de quelques exemples de plus en plus raffinés, disons, en termes de notation pour s'habituer à décrire des matrices de plus en plus compliquées, entre guillemets, euh, en respectant bien les notations pour décrire les coefficients avec la numérotation en ligne, en colonne. Voilà, le premier exemple que je veux développer ici, c'est l'exemple de la matrice identité. Donc ce qu'on appelle une matrice identité, c'est une matrice qui va avoir une forme bien particulière. Déjà, elle a la spécificité d'être une matrice carrée. Et si je la trace pour l'instant de taille 3, donc 3 lignes, 3 colonnes, c'est une matrice dans laquelle on va placer quelques 1 sur la diagonale, donc en place 1, 1, 2, 2 et 3, 3. Et aux autres endroits, les coefficients choisis vont être des zéros. Donc cette matrice identité, c'est la matrice qu'on note avec un I majuscule et on met en indice sa taille. Donc la matrice I3, la matrice identité de taille 3, c'est la matrice carrée de taille 3 qui est constituée de 1 sur la diagonale et de 0 partout ailleurs. Bien sûr, on peut donner cette définition pour les plus petites tailles. La matrice identité de taille 1, il y a juste un seul coefficient, hein, et c'est un 1 parce qu'il est entre guillemets sur la diagonale. Hein. Il est en place 1, 1, donc dès que le numéro de ligne égale le numéro de colonne, c'est un 1 qu'on met. Évidemment, la matrice I2, des 1 sur la diagonale, des 0 sur ce qu'on appelle parfois l'antidiagonale. Et c'est une construction de matrice qui peut s'appliquer à n'importe quelle taille. Une matrice de taille n, où n est un entier naturel, non nul de préférence, ça va être tout simplement la matrice qui est constituée de 1 sur la diagonale. Alors, on le note parfois avec des points de suspension comme ceci, hein, sur la diagonale, et des zéros partout ailleurs. Et parfois, on représente un triangle de zéros, voilà, comme ceci, ou même des fois avec un trait continu. Voilà, donc là, quand on voit ceci, on comprend que c'est une diagonale de 1 et un triangle de 0 au-dessus, un triangle de 0 en dessous. Donc ça, c'est la matrice identité. Et si on cherche à décrire ces coefficients, dès que je prends I et J entre 1 et n, donc vous remarquez que là, je l'ai écrit sans parenthèse autour de I et J. Et donc là, j'ai pas besoin de mettre le carré sur l'intervalle 1n. Évidemment, si je mettais les parenthèses autour de I et J, c'est deux coefficients qui sont pris, donc c'est un couple, qui sont pris dans l'ensemble 1n croix 1n, donc 1n carré. Ça, c'est des notations qu'on a déjà vues. Donc là, si je dois donner le numéro IJ du coefficient de la matrice identité, plutôt la formule en fonction de IJ, pour le coefficient de la matrice identité en place IJ, eh ben, il faut que je distingue les cas. Ça va être des 1 parfois, des 0 parfois. Quand est-ce que c'est un 1 ? C'est quand je suis sur le même numéro de ligne que de colonne, donc sur la diagonale. Quand est-ce que c'est un 0 ? Tout simplement, dans les autres cas. Je pourrais écrire sinon, tout simplement si I est différent de J. Voilà, donc ça c'est la définition de la matrice identité que vous trouvez d'ailleurs dans le résumé de cours, hein, c'est la définition B3.5. Et alors pour écrire ça de manière un petit peu plus efficace, on a une notation. Quelque chose qui vaut 1 quand I et J sont égaux et qui vaut 0 sinon. Il y a une notation pour ça. Cette chose-là, ça se note de manière extrêmement économique.
avec un delta minuscule. Donc les pros de l'alphabet grec, là, c'est le moment de sortir votre plus belle calligraphie. Celui-ci est pas très joli, désolé. Donc on note delta avec comme indice I et J. C'est tout simplement quelque chose qui mesure si I et J sont identiques ou pas. Donc delta indice IJ, c'est quelque chose qui vaut 1 quand I est égal à J, et quelque chose qui vaut 0 sinon. Par exemple, delta indice 3, 4, ça vaut, je laisse 5 secondes de réflexion, ou pour que vous ayez le temps de mettre pause pour réfléchir plus longtemps. Delta 3, 4, ça vaut 0. Delta 19, 43, ça vaut 0, bravo. Et delta 28, 28, ça vaut 1, bravo. Voilà, donc ce symbole-là qui sera utile en fait pour gagner du temps dans la description de certaines matrices, notamment de cette matrice identité. Vous voyez qu'en un seul caractère, enfin en une seule notation, on arrive à représenter quelque chose qui vaut deux trucs différents avec différents cas à vérifier. Ce symbole-là porte un nom, ça s'appelle le symbole de Kronecker. Voilà, c'est rien de très bizarre, c'est juste un raccourci d'écriture dans certaines situations. Mais on verra que quand on sait bien les manipuler, ça permettra de faire des choses de manière extrêmement efficace en termes de notation. Sinon, ça oblige toujours à séparer les cas, un premier cas, deuxième cas, troisième cas, quatrième cas. Là, c'est simplement une manière de résumer en un seul symbole une disjonction de cas en fait. Ce symbole apparaît dans le résumé de cours, je vous l'ai défini parce qu'on en aura besoin. C'est la définition B3.3. Voilà, c'est pas une notion mathématique compliquée, hein, c'est juste une manière de noter un nombre qui vaut 1 ou 0 suivant le résultat de la comparaison entre deux quantités. Donc dans le résumé, vous avez en A33, pardon, j'ai dit B, c'est A33 le symbole de Kronecker, et en A35 la matrice identité. Donc on est bien dans le chapitre A. Voilà, pardon. Ce symbole de Kronecker, on va le voir fonctionner tout de suite dans un nouvel exemple de matrice particulière, l'exemple des matrices élémentaires, dont on va dire un mot, tout simplement parce que elles vont nous emmener encore un petit peu plus loin dans la rigueur de description des coefficients constitutifs d'une matrice, et aussi parce qu'elles vont nous permettre de remarquer certaines choses qui vont avoir un intérêt dans la suite des chapitres d'algèbre.